Je voudrais vous répondre avec beaucoup de calme là-dessus. Premièrement, sur l'épidémie H1N1, je ne crois pas que le corps des scientifiques et des médecins, d'une manière globale, se soit exprimé. Il y a en France un principe qui s'appelle le principe de précaution, qui est peut-être un peu exacerbé, qui fait partie de la Constitution maintenant. Et à partir de l'avis de quelques experts de l'OMS, on a préféré prendre toutes les précautions les plus élevées. Je ne pense pas que ceci soit basé sur une étude très sérieuse du monde scientifique, parce qu'on n'a pas simplement eu le temps. Et peut-être d'ailleurs que cette étude, vous avez complètement raison, aurait abouti à l'idée qu'on ne savait pas. Et comme on ne savait pas, il n'était pas totalement stupide de prendre des précautions, parce que si par hasard cette épidémie s'était révélée un grand danger pour l'homme, enfin un type grippe espagnole ou H1N1, dont on pense qu'elle va arriver, mais vous avez vu qu'aujourd'hui on en parle beaucoup moins. Du coup, si ça arrive demain matin, on risque d'être un peu dépourvu. Donc c'est tout le problème du débat scientifique autour de problèmes d'urgence, qui est un peu différent. Sur le nucléaire, je crois que le nucléaire, l'histoire du nucléaire en France a été à la grande partie à l'origine de la suspicion que vous émettez tous les uns les autres, que d'une certaine manière, nous aussi nous ressentons, qui est que le nucléaire est né à partir de l'aspect militaire. Et du coup, ça a été fait dans des conditions de secret, de non-transparence, avec cette fameuse histoire du nuage de Tchernobyl, où une institution publique française, à travers son directeur, a eu le culot de nous dire à tous, scientifiques comme citoyens non scientifiques, donc à tous les citoyens, que le nuage était arrêté sur le bord de la frontière. Ce genre de choses, bien sûr, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de scientifiques à l'époque qui ont dit ceci est un contresens, sauf que. Mais c'est tout le problème de la communication. On n'en a pas entendu beaucoup, dit monsieur. Oui, j'ai compris. Sauf que vous ne pouvez pas savoir à quel point on s'exprime sur un certain nombre de problèmes, sauf que ça n'est simplement pas repris. Bon. Sur l'aspect Monsanto, moi je disais à José Bové dans un débat, mais ça c'est vraiment un débat de citoyen, c'est plus un débat de scientifique. Moi, les multinationales qui l'accusent de détruire la paysannerie mondiale avec évidemment des aspects qu'on peut défendre d'un côté, des aspects qu'on peut critiquer de l'autre. Moi, sur ces terrains-là, je ne suis pas très différent de lui. Je me méfie beaucoup des multinationales et de ce qu'elles représentent comme puissance et comme incapacité pour le système mondial aujourd'hui de les contrôler. Et d'ailleurs, l'une des questions, c'est quel pilote dans l'avion peut-on imaginer pour la planète demain? Et d'ailleurs, la raison pour laquelle moi je viens dans ces réunions, c'est parce que le seul pilote, même si parfois elle a tort, et même si parfois elle se trompe, et même si parfois les scientifiques ne sont pas contents parce que ça les freine, c'est l'opinion publique. Et donc de ce point de vue, des combats comme celui de José Bové, moi je les soutiens de ce point de vue, parce qu'au moins, il y a quelque part des gens qui sont capables, et les gouvernements, on les voit bien, incapables. Enfin, à quoi ça sert d'avoir en France un espèce de village gaulois, grandeur nature française, si le reste du monde cultive les OGM? Et si on a eu raison, eh ben, ça n'aura pas servi à grand-chose pour la planète. Et si on a eu tort, on aura l'air quasiment ridicule. Donc on voit bien que ce genre de problème nécessite une prise de conscience d'un autre niveau dans laquelle chacun de nous a un rôle à jouer. Donc moi, sur les multinationales, je ne suis pas, franchement, à titre personnel, mais c'est le citoyen, c'est plus le chercheur. En revanche, donc je vous rejoins là-dessus. Ceci étant, quand je fais le bilan aujourd'hui de l'attitude de José Bové sur un domaine que je connais bien, qui est les OGM, les PGM, et que Michel connaît encore mieux, où en est-on en France aujourd'hui? Il n'y a plus de recherche, ou presque plus, à l'INRA. Il y en a encore en laboratoire, etc., heureusement, mais il n'y en a presque plus aujourd'hui. Dans les entreprises françaises, il n'y en a plus du tout. Elles ont déserté. Si demain, ayant réglé les problèmes d'environnement, les problèmes de santé dont on est sûr qu'ils n'existent plus pratiquement aujourd'hui, on a besoin en France des OGM dans tel ou tel cas, exemple des vignobles pour lesquels on aura besoin qu'ils soient indemnes de pesticides, où ira-t-on les chercher? En Californie ou en Australie? Moi, la position que j'ai toujours reprochée à José Bové, c'est pas de dire non aux OGM, c'est de dire oui à condition que. Alors, c'est vrai que c'est moins porteur que de dire non et de brandir Monsanto et de le brocarder. Ça, c'est plus vendeur. Mais je regrette que dans mon pays, qui est un pays qui se
glorifie d'une certaine intelligence collective, on ne soit plus capable, d'une part, de débattre de ces questions autrement qu'en se catégorisant de vendu au... Moi, je me souviens d'un débat, le premier débat avec José Bové, le premier intervenant m'a dit « Mais vous, monsieur, par qui êtes-vous payé ? Vous êtes sûrement payé par une boîte privée. » Et pour le chercheur qui a gagné toute sa vie dans le secteur public, qui ne permet pas de faire fortune, je vous garantis, qui avait travaillé toute sa vie en cancérologie, j'ai été très choqué par cette affirmation. Donc, immédiatement, on était catégorisé en vendu. Donc, ça, c'est pas digne d'un pays comme la France. On doit être capable de débattre de ces questions-là en bonne intelligence, comme on le fait ce soir, et d'échanger de manière agréable, et essayer de se convaincre. Et la deuxième chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'au fond, l'histoire des peuples démontre qu'à chaque fois qu'on dit non à quelque chose, on est perdant parce que, enfin, sauf sur des problèmes type non au racisme, non au fascisme, non, etc. Mais sur ces questions scientifiques, on a intérêt à être présent pour participer au débat. Et même être capable d'établir un contre-pouvoir. Moi, je regrette que l'INRA, d'une certaine manière, ne soit plus aussi présent. J'ai été président du conseil scientifique de l'INRA. D'ailleurs, Michel faisait partie aussi de ce conseil. Et franchement, j'ai vécu ça de près. Et j'ai vraiment regretté que l'INRA n'ait pas des positions plus courageuses dans ce domaine-là, à ce moment-là. Mais c'était impossible. Voilà. Oui, mais Pierre, n'oublie... Pour revenir à Monsanto, je crois effectivement qu'il y a des doutes à avoir à l'égard de la bonne volonté de cette société. Il y a quand même des choses qui sont un peu étonnantes. On a des destructions systématiques d'essais de parcelles en France. Des maïs transgéniques en France sont détruits. Ils ne sont pas détruits par Greenpeace aux États-Unis, curieusement. Hein, il faut une explication à ça. C'est intéressant, oui, c'est vrai. Bon, premier point. Deuxième point, en ce qui concerne l'INRA, on a des essais qui ont été faits sur des vignes. C'est la 3e fois qu'ils sont détruits. C'est pas Monsanto qui les a fait, ces essais, c'est nous. L'INRA, c'est le service public avec l'argent du contribuable. Donc c'est les contribuables aussi bien que nous qui sommes sanctionnés par ce type de comportement. Oui, mais alors là, je voudrais insister sur ce que vient de dire Michel. Je regrette que dans mon pays, et franchement j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, je suis revenu convaincu que ce pays allait droit dans le mur et qu'il nous y entraînait. Et j'ai vu en Europe la seule capacité à répondre à ce pays à condition qu'on s'organise, et en France une capacité de réponse intelligente à ces besoins de débat. Quand je vois qu'à l'INRA, à Colmar, les scientifiques se sont organisés avec toutes les associations opposées aux OGM pour leur dire voilà, on va jouer avec vous le franc jeu, on va faire l'expérimentation selon les méthodes que vous nous recommanderez. On prendra toutes les précautions que vous voudrez. On fera ça, mais nous, on a besoin pour la science publique, pas pour Monsanto, de faire telle et telle chose, ne serait-ce que pour répondre aux questions que vous vous posez. Ça a été fait avec un luxe de précaution, un débat public, avec les agriculteurs du coin qui étaient relativement opposés à ça, avec tout un ensemble de corps de métier, et qu'à la fin, au moment où on allait recueillir les résultats, ça a été détruit quand même. Je dis que là, c'est pas digne d'un pays comme la France. Ça, c'est clairement, ça, c'est pas acceptable. Et c'est le côté négatif de ces actions que par ailleurs je peux comprendre, qui ne permettent plus ni de travailler correctement dans des conditions de sécurité totale. Hein, vraiment, tout le monde était d'accord pour dire que cette expérience était faite avec un luxe de précautions permettant de mettre à l'abri tout autre type de problème. Là, c'est vraiment ce qu'un philosophe français a appelé une forme de vandalisme. Et ça, c'est pas digne d'un pays qui se dit porté vers l'avenir. Et si on ne veut plus prendre aucun risque dans ce pays, alors on ne peut plus traiter les malades atteints de maladies génétiques. On ne peut plus traiter... Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on prend des risques. On ne sait pas, d'ailleurs, dans l'expérience fabuleuse d'Alain Fischer, qui a guéri définitivement, ou presque, parce qu'on n'en est qu'à 4 ou 5 ans de recul, des enfants bulles, ces enfants qui ne pouvaient plus vivre en dehors et qui les a traités, 2 sont morts de leucémie. Par thérapie génique. Hein. C'était le premier exemple qui a fonctionné de thérapie génique et il était français. Et donc, est-ce que parce que 2 sont morts, toute la science médicale est faite de ces succès, de ces échecs, et c'est le prix à payer pour qu'un jour, tous les malades atteints de maladies génétiques soient guéris. C'est la même chose en cancérologie. Quand vous faites des essais d'un nouveau médicament en cancérologie, vous ne savez jamais si sur les 5 ans qui vont venir, à partir de résultats évidemment probants, vous n'aurez pas de conséquences. C'est le système de recherche qui veut ça. On ne peut pas garantir. Si on veut garantir l'absolue iniquité, alors on ne fait plus rien. Et moi, je regrette. Donc, je suis d'accord avec vous sur Monsanto, tout ce que ça représente, mais je regrette qu'en France, on ne puisse plus faire une expérience
même avec un souci de dialogue, et qu'on en arrive à ce système complètement caricatural où on ne peut plus véritablement se parler en bonne intelligence. Le problème, c'est d'avoir installé le principe de précaution dans la Constitution. Non. Prenez la... Le principe de précaution ne bloque pas vraiment. Il y a des réglementations pour faire des essais en champ. Est-ce que ce n'est pas un symbole qui montrait que il faut prendre des précautions, il ne faut rien faire. Les experts dans les commissions prennent des décisions sur les risques de ce qu'on va obtenir comme à la fois alimentaire. Je fais partie d'une commission de l'AFSA qui juge de l'innocuité des OGM pour l'alimentation. Quand on voit tous les tests qu'on fait là-dessus, moi je mange tout ce qu'on veut sans problème. C'est incroyable les tests qu'on fait. J'ai vu des toxicologues professionnels qui ne s'intéressaient pas spécialement aux OGM, qui étaient habitués à faire des études de toxicologie sur d'autres choses que ça. Hein. Quand ils vous faites des tests comme ça alors que les hypothèses de risque sont si faibles, mais vous êtes complètement fou. Eh ben on le fait quand même. On fait les tests des médicaments. Oui, d'ailleurs au niveau le plus élevé, il est vrai, mais quand même. Louis-Marie, entre parenthèses, paradoxalement, ce luxe de précaution pour légaliser la mise sur le marché d'OGM, ça aboutit à des dossiers, hein, je mens pas, hein, qui sont de la hauteur de cette table. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Et si ça coûte très cher, le résultat pratique, c'est qu'une fois de plus, c'est des firmes comme Monsanto qui ont l'argent nécessaire pour le faire. Et des petites boîtes de sélection françaises ne peuvent pas s'y lancer parce qu'elles n'auront pas l'argent nécessaire pour le réaliser.